Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 37. Et dans cette chronique, je vais vous expliquer succinctement, sans prétention et je l'espère dans une formule bien comprise, ce qui caractérise en fait le projet GNU et ensuite le projet GNU et Linux. Alors, tout le monde a bien entendu parler de Linux de manière générale, sans réellement pour certains savoir ce qu'il en est, d'obscurs systèmes d'exploitation selon je dirais, la formule consacrée étant un système d'exploitation, donc un OS très compliqué, très élitiste. Mais en fait, pas du tout. Aujourd'hui, on peut considérer qu'une distribution Linux est facilement installable avec une clé bootable et offrant bien entendu une alternative au système d'exploitation Microsoft Windows. Donc, pour planter le décor, fin 1983, Richard Stallman, alors chercheur au laboratoire d'intelligence artificielle du MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis bien entendu, lance ce fameux projet GNU. Bien entendu, cela fut en réaction à la pratique alors émergente qui consistait, je dirais, à garder le secret, code source, hein, on appellera plus tard le code source fermé, verrouillé, et donc des logiciels et à contraindre au paiement d'une licence pour leur utilisation. Et donc son objectif est de développer un système d'exploitation complet, semblable à Unix, qui est un peu le père de tous les systèmes d'exploitation, qui effectivement Unix fut propriétaire et donc verrouillé, bien que Unix est le père de tous les systèmes d'exploitation, puisque sa libération du code a donné Linux, et Unix a donné également Mac OS X, hein, reposant sur Mac OS X 9. Donc Mac, tout le monde sait ce que c'est, surtout bon, Apple. Et un peu plus tard, Microsoft lança bien entendu son système d'exploitation Windows. Alors, pour que Unix soit un logiciel libre, le système GNU, donc GNU, est l'anacronyme de GNU is not Unix, donc GNU n'est pas Unix, on le prononce GNU avec un G audible. Donc afin de récolter des fonds, il crée sa première, je dirais, fondation, la fondation du logiciel libre, donc la Free Software Foundation, et commence à développer de nombreux logiciels, et on lui doit notamment le célèbre éditeur Emacs et le fameux compilateur GCC. Alors, il faut savoir que Richard Stallman est aussi quelqu'un féru de philosophie et intéressé d'une manière générale par l'aspect, je dirais, social de la relation entre la machine, ce qu'elle peut apporter à l'individu dans son sens positif. Et donc, il établit la liberté au sens GNU, qui, selon ses principes, est définie selon je dirais, quatre formulations qu'on pourrait déterminer effectivement par quatre principes. Petit 1, la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages, entre guillemets, libération du code. Petit 2, liberté d'étudier le fonctionnement du programme et l'adapter aux besoins de l'utilisateur, ce qu'on va établir comme étant la liberté. Ensuite, petit 3, la liberté de redistribuer des copies, donc aider son prochain.
Et petit 4, enfin, la liberté d'améliorer le programme et de publier vos améliorations pour en faire profiter toute cette communauté de partage. C'est ce que plus tard Richard Stallman définira dans une, je dirais, dans une pirouette intéressante où, quand il est venu en France, il a constaté que effectivement liberté, égalité, fraternité pouvaient aisément être utilisées par la Free Software Foundation, donc liberté d'exécuter, ensuite fraternité de la communauté, et bien entendu égalité des utilisateurs. Bon, alors pour les points 2 et 4, donc en l'occurrence la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et l'adapter selon les besoins, et le quatrième, la liberté d'améliorer le programme et de publier ces améliorations pour en faire profiter effectivement la communauté. Le projet GNU a ainsi défini une licence afin de protéger la liberté de ses travaux, qu'on appellera plus tard la GPL. Pour vous donner un ordre d'idée, beaucoup de gens utilisent sans le savoir des outils qui sont liés à la GPL, comme par exemple VLC. Le VLC est un logiciel libre, Videoland, et qui souscrit à cette fameuse licence GPL, et sous laquelle sont publiés un grand nombre de logiciels libres. Alors, le site gnu.org offre une comparaison entre les licences existantes. Notons enfin que je dirais que libre ne signifie pas nécessairement gratuit. C'est la grande ambiguïté du mot en anglais. Free veut dire à la fois libre, comme peut dire à la fois gratuit. Et ce qui est bien entendu gratuit n'est pas nécessairement libre, et ce qui est libre n'est pas nécessairement gratuit. Je vous donne un exemple. L'utilisation du MP3 est un format gratuit, mais verrouillé. Ce que Stallman appellera plus tard les menottes numériques. Ensuite, il faut bien prendre conscience que l'auteur d'un logiciel libre ou de modification étant libre de le distribuer gratuitement ou non, on notera qu'utiliser un logiciel libre a de nombreux avantages. La fiche pratique, pourquoi utiliser des logiciels libres? Eh bien, en finalité, c'est une façon de maîtriser, sous ces aspects importants, quelles sont les erreurs, je dirais, qu'on peut rencontrer et les améliorer sans dépendre d'un obscur cabinet qui effectivement aura des intentions, je dirais, peut-être négatives. Alors la licence GPL a depuis été utilisée par de nombreux logiciels, comme je viens de le dire, le plus célèbre étant bien entendu le noyau Linux. Alors, pour bien étayer, pour bien comprendre, faisons un tour d'horizon, je dirais, des logiciels libres. Alors pour les logiciels, c'est la licence d'utilisation qui détermine ce que l'utilisateur a le droit de faire ou pas. La licence doit donc protéger le logiciel tout en laissant aux utilisateurs les 4 libertés que je viens de citer. Et voici les principales licences existantes que je vais vous donner d'une façon résumée. Premièrement, la GPL, la General Public License, donc licence générale réservée à l'utilisation publique, provient du projet GNU. Alors je vous invite à aller sur le site de la Free Software Foundation pour avoir plus de descriptions et plus d'informations, et dont pas mal de recommandations sont, je dirais, définies sur ce site. Bon. Ensuite, nous avons la FDL, la Free Documentation License. Donc c'est les documentations sous licence libre.
alors qui provient bien entendu également du projet GNU, hein, description sur le site également de GNU, donc de la Free Software Foundation. Et cette licence a été conçue pour les documents sous gauche d'auteur. Et effectivement, s'il prévoit de l'adopter pour tous les manuels GNU, elle convient également pour d'autres catégories, par exemple d'œuvres utiles telles que les manuels scolaires ou les dictionnaires. Par exemple, son domaine d'application n'est d'ailleurs pas exclusivement celui des œuvres textuelles, qu'on pourrait qualifier comme étant, je dirais, des livres numériques. Ensuite, nous avons le fameux BSD. Alors, c'est la licence modifiée. Je m'explique. Il faut savoir que macOS s'est inspiré de BSD. BSD était aussi un système d'exploitation. Il y a FreeBSD et BSD, qui est un système Unix, ne réagissant pas de la même façon qu'un système comme Debian ou même comme Fedora ou Red Hat. En fait, ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que la licence modifiée de BSD provient du projet BSD, donc c'est Berkeley Software Desktop. C'est un système qui a été défini également à Berkeley et qui a donné un panel de familles d'Unix, je dirais, libres. Alors bien entendu, je vous renvoie encore sur la Free Software Foundation pour avoir plus ample information concernant ce que le projet également BSD a pu donner. Alors pour faire court, il s'agit d'une licence d'origine, donc licence modifiée, mais privée de sa clause publicitaire. C'est une licence de logiciel libre et permissive, donc gauche d'auteur, compatible avec la GPL de GNU. Et si finalement ce que l'individu peut souhaiter, c'est une licence permissive, donc gauche d'auteur, alors la licence, je dirais, BSD modifiée constitue un bon choix. Cependant, je voudrais préciser et recommander que la licence BSD est une opération risquée, du fait de la confusion possible avec la version d'origine, qui est mauvaise. Donc de la licence BSD, pour éviter des risques, je vous suggère plutôt l'emploi de la licence X11 et la licence BSD révisée. Le problème c'est qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Mais enfin bon. D'autre part, nous avons la licence Apache. La licence Apache, c'est un des projets de la fondation Apache, dont par exemple les serveurs Apache et Tomcat, ainsi que d'autres projets comme Android par exemple qu'on connaît, puisqu'aujourd'hui ce système d'exploitation est embarqué dans la plupart des smartphones très connus, hein, comme par exemple Samsung ou Sony, ou même aujourd'hui Huawei, qui est un téléphone de qualité construit par des firmes chinoises, et dont effectivement, je vous renvoie encore sur le site de la Free Software Foundation si vous voulez avoir de plus amples informations. Donc, la licence Apache est une licence de logiciel libre compatible avec la version 3 de la GNU GPL. Ensuite, nous avons le MIT ou X11. C'est une licence permissive issue à l'origine de la technologie du Massachusetts, hein, donc comme son nom l'indique, MIT. Et c'est notamment la licence du projet X11 à l'origine de l'environnement graphique sous je dirais, les distributions Unix. Et la description est encore une fois, je vous renvoie sur la Free Software Foundation pour avoir des informations un peu plus détaillées. Alors il s'agit d'une licence permissive, voire un petit peu, je dirais, laxiste, informatiquement, sans gauche d'auteur, compatible avec la GNU GPL, et cette licence est parfois appelée licence du MIT. Mais ce terme est à la fois trompeur parce que cela a été publié, je dirais, dans ces logiciels sous diverses licences. Alors, maintenant que j'ai fait un peu le descriptif de l'œuvre de Richard M. Stallman,
nous arrivons effectivement à la deuxième partie qui va constituer finalement au fond le système d'exploitation libre dans toute son existence et dans son architecture, et l'arrivée finalement de Linux. Alors en 91, Richard Stallman avait développé un grand nombre de logiciels, mais le composant de base du projet GNU n'avait pas encore vu le jour. C'est en Finlande, et oui, ça ne pouvait pas être autrement, que Linus Torvald, donc Linus Torvald, retenez bien ce nom, le nom de Linux est issu d'un jeu de mots entre son prénom et Unix, jeune étudiant finlandais à 21 ans, à l'université d'Helsinki, donc en Finlande, démarra comme hobby l'écriture d'un nouveau noyau de système d'exploitation de type Unix. Fonctionnant sur la plateforme i386, il s'intéressait à Minix, un petit système Unix fonctionnant aussi sur PC, et décida de développer un système qui serait meilleur. Il publia, rappelez-vous, la première version, le 0.02, sur le forum de discussion compo.os Minix, en demandant à d'autres développeurs de l'aider afin de l'améliorer. Vous pouvez considérer que déjà le projet était envoyé puisque la communauté commençait à s'organiser. Alors comme disait Linus Torvald, vous regrettez les beaux jours de Minix 1.1 lorsque tous les hommes étaient des hommes et écrivaient leur propre pilote périphérique. Vous manquez d'un superbe projet et vous languissez après un système que vous pourriez modifier à votre convenance. Vous êtes frustré que tout fonctionne sous Minix. Plus de nuit blanche, passez à tenter de faire fonctionner un programme récalcitrant. Alors ce message pourrait vous concerner ou pourrait être bien pour vous. Comme signalé il y a un mois, ça c'est Linux qui parle, je travaille actuellement sur une version libre et gratuite d'un système ressemblant à Minix pour les ordinateurs AT386. J'ai finalement atteint un stade où il est utilisable, bien qu'il puisse ne pas l'être pour vous selon ce que vous désirez. Je compte diffuser les sources pour une diffusion plus large. Il s'agit juste de la version 0.02, mais j'ai pu m'exécuter de bash, gc, gnu-mec, gnu-sd, compresse, etc. Avec succès, bien entendu, sous ce système. Alors, peu à peu, on voit se dessiner des personnes de plus en plus nombreuses se joignant à Linux afin de développer le système que l'on connaît aujourd'hui. Les nombreux utilitaires GNU furent intégrés à Linux, bien entendu, donc le projet de Richard Stallman. La licence du noyau Linux et la GPL dont on a parlé un peu plus haut. Alors, par abus de langage, on désigne souvent Linux. Richard Stallman n'apprécie guère ce genre, je dirais, d'appellation. En fait, l'ensemble des logiciels composant le système d'exploitation, noyau utilitaire GNU et autres logiciels, Linux n'est en fait à proprement dit parler que le noyau de ce système, le reste des logiciels étant en grande partie issus du projet GNU. C'est pour ça que Richard Stallman et les puristes, les disciples de GNU-Sense ou de Debian, parlent plutôt de GNU et Linux. Pour l'anecdote, notons que le noyau officiel du projet GNU n'est pas Linux, mais le herd, ce qui signifie le troupeau en anglais. Alors, avançons. En 1996, le besoin d'avoir un logo pour le noyau Linux se faisant sentir, bien entendu, avoir une mascotte, un concours a été lancé. Linus Torvald ayant dit qu'il aimait bien les manchots, et plusieurs mascottes furent soumises aux développeurs, et le dessin de Larry Ewing, réalisé avec GIMP, qui est une alternative Photoshop, que j'utilise, qui est un très très bon logiciel,
de retouche d'image, fut choisi et prénommé Tux. Jeu de mots entre Linux, tuxedo, costume de type smoking en anglais, ou selon les versions, Torvald, Unix, Tux. Alors pourquoi Torvald avait choisi le pingouin? Parce qu'il considérait que c'était l'animal le plus social sur la banquise, qui était capable de protéger ses congénères du froid. Vous savez, un petit peu, tout le monde a pu voir des documentaires animaliers où ce fameux pingouin tournant sur la banquise afin que ceux qui soient à l'intérieur puissent se réchauffer. Une fois réchauffés, ce sont ceux qui sont à l'extérieur qui se mettent au centre. Donc, sorte de dynamique, de conscience de l'autre. Vous voyez, tout est aussi dans l'art de la réflexion. Alors je vais énumérer une chronologie assez rapidement, parce que je ne veux pas non plus que cet audio soit trop long, parce que je voudrais que les gens comprennent un petit peu ce qu'est Linux assez rapidement. Alors la chronologie des principaux événements qui ont marqué la vie de Linux, donc nous avons en 83 le 26 septembre Richard Stallman qui annonce la création du projet GNU. En 1985, la fondation, la Free Software Foundation, la FSF. Ensuite, nous avons en 88 l'apparition d'un groupe enthousiaste des systèmes Unix, The PC Unix SIG, SIG, qui deviendra la naissance de Linux, le premier groupe d'utilisateurs de Linux. Il sera renommé The Silicon Valley Linux User Group. Ensuite, en 89, la FSF sort la GNU, donc la General Public License, version 1, qui va être la licence de référence pour la majorité des projets libres. Cygnus Support puis Cygnus Solution, qui est la première société commerciale à fournir un support pour logiciels libres. 10 ans plus tard, elle fusionnera avec Red Hat. Red Hat qui est effectivement connu comme système d'exploitation répondant à des besoins d'entreprise et qui, à un moment donné, a voulu fonder également une distribution multimédia appelée Fedora et dont Gaël Duval fera sa traduction en distribution Mandrake, qui deviendra par la suite Mandriva. Bien, en 91, en juin, la Free Software Foundation sort la GNU General Public License version 2.0. Le 25 août, Linus Torvald annonce sur Internet la création de Linux, donc la version 0.01. Seulement quelques développeurs s'y sont intéressés à l'époque, au programme publié par Linus, sur le forum. Mais en décembre, plus d'une centaine de personnes s'étaient regroupées au sein de ce groupe, et de nouvelles listes de diffusion. Donc Linux n'est alors qu'un passe-temps de hackers et ne dispose pas d'interface graphique. Alors maintenant, je voudrais préciser un petit aparté. Le mot hacker en français est très péjoratif. Dans les milieux, je dirais, de GNU et linuxiens, le hacker, le véritable hacker, est un poète. Il voit dans le code une sorte de poésie. Donc la notion de hacking est devenue, je dirais, une équivalence du piratage. Or, dans les pays anglo-saxons, on sait qu'il y a les black hats et les white hats, c'est-à-dire les chapeaux noirs et les chapeaux blancs. Les chapeaux blancs font partie, je dirais, de la force positive et les black hats de la force négative. Mais malheureusement, particulièrement en France, on n'en a retenu que la force négative. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Donc en 92, Linux, version 0.96, est pleinement fonctionnel. C'est la naissance des premières distributions GNU et Linux, donc Yggdrasil, MCC Interim Linux, Tamu, mais surtout des milieux de l'année je dirais, le premier développement des soft landing de Linux System, donc du SLS, qui est créé par Peter McDonald, et c'est la première vraie distribution, là, finalement, qui contient des éléments tels que le X ou le TCP, un /IP, et c'est cette année-là que Patrick Kurding commence la distribution Slackware. Rappelez-vous, cette fameuse distribution
ayant pour logo un personnage avec une pipe. Distribution que je ne vous conseille pas, il y a deux distributions pour des béotiens ou des néophytes que je ne vous conseille pas d'utiliser parce que très compliqué, parce que tout est en mode non graphique, c'est Slackware et Gentoo. Bon, car elles sont compliquées, elles s'adressent quand même à un public averti, hein. Je vous recommande d'utiliser Linux Mint, qui est une très bonne distribution, ou Ubuntu, tout simplement, distribution sud-africaine développée par Mac Shuttleworld, dont, le maintien de la structure et du développement dépend de Canonical. Et cette distribution se base sur Debian, hein. Elle répond à des besoins d'alternatives, elle prend en compte également les logiciels propriétaires tels que les cartes graphiques de AMD, donc, ATI, et puis également NVIDIA. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'était pour la petite explication. Donc Slackware, qui est basé sur SLS, dont la version stable sortira un an plus tard. Slackware est la plus vieille distribution, encore en activité aujourd'hui. En 1993, plus de 100 développeurs contribuent à Linux version 0.99. Le nombre d'utilisateurs est estimé à 20 000. Linux délègue la relecture du code à un noyau de quelques développeurs. La distribution Debian est créée par Ian Murdoch. Le nom de Debian est un jeu de mots entre Ian et Debra, hein, qui est le nom de son épouse. Et bien entendu, en 1994, le 12 mars, sortie de Linux 1.0. La numérotation des versions devient celle qu'on connaît encore aujourd'hui, les versions stables. Donc, ce qu'il faut savoir, pour bien préciser, c'est que le principe de migration vient de Linux. Rappelez-vous, quand vous achetiez un Mac dans les années 2000, jusqu'à à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, jusqu'à peu près 2010, et également la même réalité pour Microsoft. Quand vous vouliez changer de système d'exploitation, par exemple de passer de XP pour Microsoft à Vista, il fallait en fait racheter une boîte et tout réinstaller. Pour Mac, c'était la même chose, puisque dans les MacBook Pro ou dans les MacBook Unibody, il était fourni un CD, donc de licence, de Leopard, Snow Leopard et des systèmes antérieurs. Donc, il fallait la réinstaller. Linux a toujours eu, je dirais, cet avantage de migration. Le changement de système d'exploitation pouvait s'établir sur une mise à jour. Ce que ont adopté effectivement les grands groupes comme Apple ou Microsoft aujourd'hui dans les versions. On voit, on peut passer de Windows 7 à Windows 10, et puis pour Mac, on peut passer de Mac OS Sierra à Mac High Sierra. Donc la migration se fait effectivement sans pour autant modifier, je dirais, les logiciels présents, dans la mesure où ils sont compatibles. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut bien regarder, car nous avons des problèmes sur Mac concernant par exemple Final Cut, hein. Il est fort possible que quand on migre des distributions, il faudrait soit un patching ou alors réinstaller le logiciel, ce qui n'a rien à voir avec le système d'exploitation. Donc, je ne vais pas non plus m'éterniser là-dessus, c'est pour la petite histoire. Donc, je reviens en 1994, hein, c'est cette fameuse sortie de Linux 1.0, donc la numérotation des versions devient celle qu'on connaît aujourd'hui, donc les versions stables, parce que chez Linux, il y a la version alpha et bêta. Je donne un exemple. Quand vous avez une version qui est définitive, c'est ça, une version LTS. Cette version que vous avez sur l'ordinateur, que vous venez de mettre à jour, qui est la dernière version, donc qui est utilisable. Vous avez tout de suite la prochaine version qui sort, mais qui est en LTS ou en bêta, qui est en bêta ou alpha, et qui est réservée aux développeurs. Alors il se peut que des fois, quand on installe cette version, qui est instable, il peut y avoir certains logiciels qui, dans sa version définitive, auront disparu. Donc, quand on parle de version stable, c'est de version LTS, parce qu'il y a des versions instables, des versions qui sont réservées aux développeurs et qui vont plus tard être la prochaine version, la version stable, et qui permettra justement par le travail de la communauté de pouvoir finir
d'une façon définitive et la soumettre ou la proposer à ceux qui auront, je dirais, des versions antérieures. Alors, bien entendu, les versions stables ont un numéro de version mineur, je dirais ce qu'on appelle mineur pair. Le développement de nouvelles fonctionnalités s'effectue sur les versions dites bêta, avec son numéro de version mineur impair. SUSE, par exemple, une entreprise allemande, il faut savoir que SUSE, vous reconnaîtrez cette distribution parce que c'est une salamandre en verre, donc c'est une sorte de lézard, et utilisé par les entreprises allemandes, développé parce que chaque pays a développé sa distribution Linux, c'est le gros avantage, hein. Même la Corée du Nord a développé Red Star, qui est une distribution basée sur Debian. Vous voyez jusqu'où on peut s'approprier GNU et Linux. Donc je parlais de cette distribution allemande, hein, qui est embarquée dans beaucoup de postes informatiques, y compris même dans des grandes industries, et dont effectivement de services pour Unix édite sa première version SLS Slackware sous le nom de SUSE, hein, System and Software Entwicklung, un Linux 1.0, donc la même année Mark Ewing crée la distribution Red Hat, puis la société épinonyme de l'année suivante avec Robert Young. En 1995, le 6 mars, sortie de Linux 1.2. En avril, sortie de la première version officielle du serveur Apache. En un an à peine, il deviendra le serveur HTTP le plus populaire sur Internet. Et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous utilisez beaucoup d'outils qui sont liés à GNU et Linux, mais vous l'ignorez. En novembre, Spencer Kimball et Peter Mattis annoncent la sortie du logiciel GIMP, général, puis GNU Image Manipulation Program. Comme je vous ai parlé, c'est un petit renard avec un pinceau parfois dans la bouche selon la version, et qui aujourd'hui peut être installable aisément en format d'exécution pour Windows ou en format DMG pour Mac OS. Alors en 97, en août, la non-liberté de KDE, donc KDE, il faut savoir que c'est un bureau très proche de Windows XP du moment, à contrario du bureau GNOME, qui est un bureau plutôt artistique. Moi, dans l'utilisation, je préférais le bureau GNOME. Bon, après, c'est une question aussi de préférence et puis d'aisance architecturale. Donc KDE provoque le lancement d'un projet concurrent, il se nomme GNOME, GNU Network Object Model Environment, créé par Miguel Icaza et Federico Menna. Il utilisa GTK+, la bibliothèque créée pour GIMP, et Eric Raymond présente son essai The Cathedral and the Bazaar au Linux Congress. En 1998, en mars, la guerre des navigateurs, rappelez-vous, Internet fait rage. Netscape décide de donner à la communauté du logiciel libre une partie du code source de son communicator. C'est la naissance du projet Mozilla. Alors effectivement, si ce terme est un peu barbaresque et obscur, si je vous dis Firefox, ça vous parlera un peu plus. Donc Gaël Duval crée la distribution grand public Mandrake Linux, basée à l'origine sur Red Hat, je vous en ai parlé tout à l'heure, sur la 5.1, qui Red Hat aura son projet jusqu'à la version 9. En novembre, Serge lance une page perso d'aide sur GNU et Linux qui deviendra, je dirais, Léa Linux. Il sera vite rejoint par Gis, Fred, Anne, Prey et Maston28, et les autres, bien entendu, hein. La liste serait longue et fastidieuse. En 1999, le 25 janvier, après plus de 2 ans d'attente, sortie de Linux 2.2, le mainteneur est Alan Cox, développeur du noyau depuis la première heure. Alan Cox est connu avec sa longue barbe, tout comme Richard Stallman, et son fameux chapeau rouge. Donc,
Le 11 mai, début des hostilités sur la 2.3, Robert Di Cosmo crée la première distribution live. Alors Robert Di Cosmo, je vous invite également à lire son fameux livre sur Microsoft ou le kidnapping mondial. Donc Robert Di Cosmo crée la première distribution live directement bootable sur CD. Donc un live CD, il faut bien comprendre ce que c'est. Je vous donne un ordre d'exemple, vous allez comprendre. Vous mettez le DVD ou le CD selon l'époque dans votre, je dirais, dans votre lecteur, et vous pouvez consulter Linux sans pour autant qu'elle soit installée sur votre système d'exploitation. Cela est très intéressant parce que quand vous avez par exemple un PC qui ne fonctionne plus, qui est en interface, où vous n'avez pas assez de connaissances, où vous ne savez pas sortir le disque dur et le mettre dans un plateau afin de récupérer les données, Linux peut le faire pour vous. Alors, dans le Live CD, vous avez une simulation du système d'exploitation qui, j'en conviens, qui est plus lente parce que elle n'est pas installée, elle est en surcouche, et vous pouvez accéder à votre disque dur pour sortir les données quand effectivement votre système d'exploitation basé sur DOS est complètement brisé. Maintenant, je continue. En novembre, Serge lance une page de développement et le 25, je dirais, 25 janvier, donc j'en étais à Alan Cox qui avait développé justement euh, le premier noyau. Il fut effectivement un des premiers, je dirais, missionnaires de la première heure, et dont Robert Di Cosmo, qui lui-même a développé le premier, je dirais, CD bootable et en live. Donc je pense que vous avez compris un petit peu mon explication du live CD. Et aussi étrange que ça puisse paraître, elle est française et elle s'appelle Demo Linux. Et ce concept, retenez-le bien, sera perfectionné par l'allemand Klaus Knopper, qui sortira la très populaire distribution Live CD Knoppix des années plus tard. Je le déplore, beaucoup de petites distributions comme ça, basées sur Debian, n'ont pas été maintenues. Alors, vous avez des logiciels, vous avez des ordinateurs qui vous proposent ce genre de solution. Aujourd'hui, vous le voyez chez Dell, chez Lenovo, vous avez une possibilité, et surtout beaucoup d'ordinateurs qui sont réservés aux seniors, par exemple, aux personnes âgées, qui sont embarqués d'un système d'exploitation Linux avec, bien entendu, des logiciels tout à fait simples d'utilisation pour que les personnes d'un certain âge puissent les utiliser sans trop se compliquer la vie. Alors en 2000, pour la dernière année, le monde du logiciel libre va combler ses lacunes en matière vidéo. Trois players sortent, Videoland, c'est ce que je vous avais parlé tout à l'heure, VLC en février, Xin en août, qui est un lecteur également, MPlayer, connu aussi puisqu'installable sur macOS ou sur Windows, en septembre. Alors en septembre, il y a Trolltech qui annonce le Qt 2.2 qui sera la licence GPL de KDE 2.0 qui sort le mois suivant et sera donc fatalement libre. Le 13 octobre, Sun Microsystems donne sous le nom de OpenOffice, vous savez, l'alternative à Microsoft Office, où vous avez les différentes suites bureautiques, où je vais essayer de les énumérer. Vous avez Excel, donc les tableurs, vous avez Word, vous avez également Infopass, Publisher, et qui est une alternative, qui est une suite bureautique de Star Office 5.2, et qui venait de racheter Star Division. Le 2001, le 4 janvier, sortie de la version 2.4 de Linux, et le mainteneur est Marcello Tossati. Le 22 novembre 2001, les travaux continuent avec la version 2.5, c'est bien cela, oui. En 2002, les distributions basées source ont le vent en poupe. Sorcerer vient à peine de naître et Daniel Robbins crée la distribution Gentoo Linux. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec la Slackware.
En 2003, le 17 décembre, sortie du noyau 2.6, le nouveau mainteneur sera Andrew Morton. En 2004, en mars, Novell, qui vient de racheter SUSE, passe sous licence GPL. Le logiciel d'installation et de maintenance de la distribution SUSE devient ainsi une distribution libre. En octobre, apparition d'Ubuntu, distribution sud-africaine basée sur Debian et qui connaît un rapide succès. En 2005, Mandrake rachète Connectiva et devient Mandriva, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors pour la petite histoire, pourquoi Gaël Duval est contraint à un moment donné d'abandonner Mandrake, c'est que les Américains ont constaté que le produit, c'est-à-dire l'image du fameux magicien Mandrake, était une propriété intellectuelle. Donc euh, Gaël Duval était contraint d'abandonner le fait d'appeler sa distribution Mandrake. Tout simplement, c'est pour la petite histoire. Alors, Gaël Duval, je ne vais pas expliquer les histoires qu'il y a eu entre les gens de Mandriva et Gaël Duval, qui ensuite a créé une autre distribution qui n'a pas fonctionné. Mais Mandriva se sépare de Gaël Duval et dans la foulée rachète, je dirais, Lycoris. En 2007, le 29 juin, est publiée la GPL v3.0. En octobre, Asus, le constructeur de cartes mères et d'ordinateurs, lance le premier véritable netbook, le EEPC 701. Cet ordinateur qui tourne sur Xandros, un dérivé de Debian, encore une fois, parce que Debian est quand même a donné une multitude de distributions, dont Ubuntu, la plus connue, et puis maintenant Linux Mint, qui est une distribution irlandaise, qui est très bonne, que j'utilise du reste. Et donc fait un carton et l'objet électronique le plus vendu aux États-Unis pour les fêtes de fin d'année 2007. En 2008, en janvier, KDE sort sa version 4.0, HTC sort le premier smartphone sur Android, le système embarqué de Google basé sur Linux. Alors je me souviens, j'avais téléchargé dans les années 2004-2005, oui c'est ça, la première distribution Google, qu'on a appelée à l'époque, c'était Google OS, qui était basée sur, je dirais, qui était très très proche d'Ubuntu. Ils ont effectivement changé, puisque maintenant la distribution est une distribution qui ressemble, je dirais, comme deux gouttes d'eau au système embarqué dans les smartphones. Alors, en 2009, dans la fin 2009, Nokia lance un smartphone basé sur Debian qui connaîtra le bon succès, le fameux N900. En 2010, le système de gestion du système Systemd est publié en septembre. Un groupe composé d'anciens employés du groupe Mandriva et de membres de la communauté crée un fork communautaire de Mandriva, Linux, qui donne la distribution Mageia. Et en 2011, GNOME sort sa version 3.0, le noyau passe en 3.0. En 2013, Android, le système de Google basé sur Linux, est présent sur 75% des smartphones, à commencer par le plus connu, le Galaxy S8 ou S9 en venir. Et en nombre de téléphones le plus vendu dans le monde. Le logiciel de conteneur Docker est publié. En mai, le lanceur d'alerte Edward Snowden illustre l'importance de maîtriser son informatique, fait bien entendu avec son fameux logiciel Tor reposant sur Firefox la promotion de GNU et Linux. Et l'importance surtout de maîtriser son informatique. L'été, je dirais, la sortie du premier périphérique avec Firefox OS, qui du reste a été un peu un flop, je le déplore. Le premier téléphone, à cause finalement de la base de données, des logiciels fournis qui n'étaient pas assez importants. Alors, nous avons le téléphone ZTE Open, commercialisé par Telefonica. Firefox OS sera abandonné en 2006, rappelez-vous, si mes souvenirs sont bons, c'était Édouard Leclerc qui avait le premier en France, donc la distribution en supermarché, qui avait distribué
les téléphones Firefox OS, téléphone en plastique, pas très cher, je crois que c'était aux alentours d'une trentaine d'euros. Bon, bien toujours est-il que cela a été abandonné en 2016. Bon, en 2014, en juillet KTE, Plasma 5 qui est publié, et en 2015, le noyau Linux passe à la version 4.0. Je pourrais continuer comme ça avec toutes les versions, y compris l'arrivée sur les tablettes, le Ubuntu Phone et tout. Mais il était important de comprendre, je dirais, les balbutiements, les pionniers du pourquoi, du comment. Ils ont voulu créer une alternative à Mac, OS X et à Microsoft Windows. C'était une petite explication succincte, mais j'y ai mis le temps et je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation et dans l'espoir que je puisse faire une autre chronique. Je vous dis à plus tard. Merci de m'avoir écouté.